Je commence par remercier شحال علاش هما خداو 30 وانا ناخذ 15 فيك الجوع انا الوحيد اللي ماشي بيدياتر وعزلتوني زعما وحقرتوا عليا. Mais ça m'a fait plaisir d'être parmi vous. Je remercie infiniment Monsieur le Président et son comité d'organisation de ce congrès exceptionnel, de ce congrès où on a beaucoup appris. Bien que je suis technicien de radiologie, j'ai appris des choses quand même. et d'avoir surtout revu des têtes avec qui on a évolué pendant des années. Ça m'a fait énormément plaisir. Alors revenons à nos moutons maintenant. Arrête de compter, toi. Ils ont commencé à 20. D'accord, c'est bien. Alors, je serai bref pour vous montrer un peu l'échographie transfontannelle. C'est un examen anodin, non irradiant, etc. et qui est très intéressant, surtout lorsque la fontanelle est ouverte, lorsque la fontanelle permet cet examen. Là, je vous montre une série d'images d'échographie transfontanellaire normale. Par exemple, ici, vous avez l'aspect presque virtuel des cornes frontales des ventricules latéraux. Vous avez Fais-nous le pointeur. Ah, ça passe pas. Hein? La flèche. Ouais, tac. فين العصا؟ بغيتي تتبوجي كاين ما عطاونيش انا هذا. صافي ايوا منين عندك هما د فلاش انا خصني غير بوينت يلا صافي. Là, vous avez donc les ventricules latéraux qui sont virtuels. Vous avez les circonvolutions de l'hippocampe. Vous avez les deux thalamies. Ici, la ligne médiane, la scissure interhémisphérique. Et vous avez ici la fosse postérieure. Là, vous avez une vue très postérieure sur le parenchyme cérébral. Donc, et là, vous avez les plexus choroïdes, l'hyperéchogénicité du cervelet. Vous avez là, par exemple, vous avez le corps calleux qui est bien visible. Et là, vous avez le quatrième ventricule, l'aspect triangulaire normal, avec en avant le tronc cérébral que vous voyez très bien, et ici le cervelet. Une coupe frontale, vous voyez les lobes frontaux, vous avez les orbites ici, mais surtout elle montre les lobes frontaux. Le Doppler artériel normal, le Doppler veineux du sinus longitudinal supérieur qui est tout à fait normal, et ici bien dessiné la fosse cérébrale postérieure cervelée. Alors, le TF dans les macrocranies. C'est un examen essentiel tant que la fontanelle, bien sûr, est perméable. Lorsqu'il est normal, il permet de rassurer les parents, et ça c'est très important, et rassurer en même temps le pédiatre. Il permet d'éviter la tomodensitométrie, qui est un examen irradiant qu'il faut éviter au maximum chez les enfants. Donc, pour n'importe quelle indication, les indications de la TDM actuellement en pédiatrie ne concernent que les dilatations de branches. Le reste, il n'y a plus d'indications. Bien sûr, certains bilans de pathologie oncologique, mais il faut éviter au maximum la tomodensitométrie et privilégier
l'IRM et l'échographie transfrontalière en matière de macrocranie, si elle est normale, elle permet d'éviter l'IRM qui est un examen onéreux. Lorsqu'il est pathologique, elle oriente vers l'IRM. Alors, dans ces macrocranies, on peut être en présence de ce qu'on appelle une hydrocéphalie bénigne. L'hydrocéphalie externe, c'est cet espace péricérébral qui est augmenté et qui est donc, il y a un excès de liquide céphalorachidien autour du cortex qui est bien visible avec une ouverture ici de la scissure interhémisphérique et ça permet de rassurer les parents. C'est une hydrocéphalie qui évolue vers la normalité. Parfois, on nous demande l'échographie transfrontalière devant des angiomes cutanés à la recherche d'angiomes cérébraux et d'angiomes hépatiques. Chez cet enfant, il y a un petit angiome hépatique, un deuxième ici, et la recherche était négative. Moi, je pense que cette indication est vraiment limite s'il n'y a pas de signe clinique. Donc, examen limité par la taille et par la situation de l'angiome. Plus l'angiome est petit, plus on risque de ne pas le voir. L'échographie transfrontalière normale n'exclut pas l'existence d'angiome et elle est suffisante en l'absence de signes neurologiques. Vous savez, donc, s'il y a des signes neurologiques, c'est l'IRM automatiquement. Pour le prématuré, l'échographie transfrontalière a beaucoup donné, surtout à la recherche d'hémorragie sous-épendymère, donc dont vous connaissez les 4 grades, le grade 1 et grade 2 qui sont de bons pronostics, grade 3 et grade 4 qui sont vraiment de mauvais pronostics. Voici une hémorragie sous-épendymère grade 1, sous forme d'hyperéchogénicité de la région germinale sous-épendymère, voyez, hyperéchogène, c'est du sang frais, c'est du sang, donc c'est une hémorragie récente qui va évoluer progressivement vers la kystisation, donc vers la présence de zones liquidiennes à l'intérieur de cette hémorragie, donc, et qui va évoluer progressivement vers la normalité. Une hémorragie sous-épendymère grade 2, que vous voyez ici avec une zone hyperéchogène périventriculaire droite, voyez, qu'on voit, et qui a presque la même densité que le plexus choroïde qu'on voit ici. Donc ça, il y a une hémorragie grade 2. Là, par contre, c'est une hémorragie qui est grade 3, avec déjà du matériel à l'intérieur des ventricules qui sont dilatés, et des matériels échogènes, des caillots de sang à l'intérieur. Et vous voyez cet aspect souligné, hyperéchogène de la paroi des ventricules latéraux, un d'épaississement de l'épendyle. Voilà en coupe sagittale et en coupe transversale cette hémorragie avec inondation ventriculaire. Voilà les catastrophes, malheureusement, où nous avons une hydrocéphalie majeure, voyez, avec une ventriculite, voyez, un épaississement de l'épendyle qui est très manifeste. Ça, c'est la catastrophe. En général, ce sont des malades qui ont des signes neurologiques. Là, nous avons les souffrances néonatales
voyez, des lésions hyper-échogènes au niveau de l'hémisphère cérébral droit avec inondation de retentissement sur le ventricule homolatéral et une hémorragie à l'intérieur du ventricule latéral gauche. Ces lésions vont évoluer malheureusement vers des cavités porencéphaliques, donc la nécrose du parenchyme cérébral, voyez, sous-corticale, vous avez plusieurs images kystiques, c'est ce qu'on appelle les cavités porencéphaliques. Cette souffrance néonatale, lorsqu'elle est grave, voyez, elle évolue vers l'hydrocéphalie avec l'atrophie cortico-sous-corticale, avec l'élargissement de l'espace péricérébral par du liquide parce que le parenchyme se rétracte. Et donc, à côté de cela, là, vous avez une coupe transversale et une coupe sagittale qui montrent que le ventricule latéral droit est de petite taille, il est presque normal, alors que le ventricule latéral gauche, il est très dilaté et exerce un effet de masse sur son homologue contralatéral. Vous voyez, cette dilatation est très importante avec le parenchyme cérébral qui est l'index cortical qui est réduit par rapport au côté droit. Et donc, on se demande, est-ce que s'agit-il d'une hémiplégie congénitale ou bien d'une sténose du trou de Monro? Je vous rappelle que le trou de Monro fait communiquer ventricule latéral avec le troisième ventricule. Les méningites, heureusement, on n'en voit plus. Ça, c'est des images de notre exercice à l'hôpital des enfants de Casablanca au tout début. Vous voyez, au tout début de la méningite, on voyait cet épaississement hyperéchogène des circonvolutions cérébrales et qui traduisent le début de la méningite. Cette méningite qu'on va suivre et qui peut entraîner l'existence donc d'abcès cérébraux, d'épanchements purulents, surtout la complication redoutable qui est la dilatation ventriculaire, l'épaississement de l'épendyle, donc de la paroi des ventricules latéraux, et surtout l'aspect trouble et parfois multicloisonné des ventricules latéraux, c'est ce qu'on appelle la ventriculite. Et j'invite M. Bouscrevi à être attentif. Tu dors. Encore. Alors, dans les embryos fétopathies, on cherche surtout donc les dilatations ventriculaires, on cherche les calcifications périventriculaires dans ces infections. Et on peut voir cet aspect en candélabre de calcification des artères en thalamostrié, c'est vascularite thalamostriée qui peut se voir dans les infections à cytomégalovirus ou d'autres embryophétopathies. Alors, parfois, il y a une masse du cuir chevelu. L'enfant est envoyé en échographie pour savoir est-ce qu'il s'agit d'un kyste banal ou d'autres choses. Là, vous voyez, vous avez cette image kystique là, mais vous avez du parenchyme qui l'entoure. Vous avez donc la perte osseuse au niveau de la voûte du crâne, au niveau occipital. Et vous voyez là, le ventricule latéral droit, il est un peu dilaté par rapport au côté gauche. C'est un encéphalocèle occipital. Bien sûr, le complément IRM est indispensable avant tout acte.
Le bilan des dysgraphismes, c'est-à-dire vous avez une masse du bas du dos. Madame Haj Khalifa, regardez le tableau. Suivez-moi, suivez-moi. Vous avez des enfants qui viennent pour une touffe de cheveux au niveau du bas du dos, d'une petite masse kystique, donc bilan de dysgraphisme. Ici, vous avez une écho médulaire qui montre la moelle épinière et le défect osseux et l'image kystique sous-cutanée en rapport avec un myéloméningocèle. Et bien sûr, il faut toujours examiner le cerveau à la recherche du retentissement qui, en général, serait une dilatation biventriculaire, voyez, et l'anomalie de la charnière cervico-occipitale, vous voyez, avec un effacement de la grande citerne. C'est une malformation on appelle Chiari 2. Les malformations. L'échographie permet, vous savez que la génésie du corps calleux peut être tout à fait asymptomatique, cliniquement asymptomatique, et on peut la découvrir lorsqu'il s'agit d'une angénésie complète du corps calleux. On a cet aspect caractéristique, l'aspect parallèle des axes des ventricules latéraux, l'ascension du troisième ventricule, vous voyez, parce qu'il n'y a pas de corps calleux, et cet aspect d'oreille de Mickey Mouse qui est caractéristique de cette pathologie. Et lorsqu'on allume le Doppler, il n'y a pas d'artère péricaleuse. Il y a une convergence des circonvolutions à ce niveau-là. Il n'y a pas une artère péricaleuse. Mais lorsque l'angénésie est partielle, c'est un peu difficile. Les signes cliniques les signes échographiques sont frustes. Il faut être vraiment entraîné pour détecter les angénésies partielles. Les kystes du plexus choroïde, c'est une anomalie qu'on peut découvrir et en général, elle est bénigne, elle évolue vers la disparition. Mais là, c'est un bébé qui avait, vous voyez, le parallélisme, l'aspect parallèle des axes des ventricules latéraux et l'ascension du troisième ventricule. Il avait, en plus de la génésie du corps calleux, un kyste du plexus choroïde gauche. Image kystique volumineuse de la fosse cérébrale postérieure avec une hypoplasie du vermis, vous voyez, en faveur de l'anomalie d'Andy Walker. Là, l'hydrocéphalie triventriculaire. Vous voyez, les ventricules latéraux, les trous de Monro, le troisième ventricule qui est dilaté et le quatrième ventricule qui est de taille normale. Donc là, on suspecte une sténose de l'aqueduc de Sylvius, hydrocéphalie triventriculaire. Là, c'est une hydrocéphalie tétraventriculaire, les ventricules latéraux dilatés, le troisième ventricule, et vous voyez le quatrième ventricule qui est dilaté, l'aspect triangulaire, hydrocéphalie tétraventriculaire. Là, cette image, cette observation permet de souligner l'apport considérable du Doppler. Ici, il s'agit d'une lésion qui est liquidienne sur l'échographie sans Doppler, et lorsqu'on allume le Doppler, elle prend de la couleur. Donc, par sa situation topographique,
C'est un anévrisme de l'ampoule de Gallia. Avant l'IRM, on faisait le scanner. Voici l'aspect. Vous voyez la dilatation de cet anévrisme et du sinus droit. Là, c'est un papillome du plexus choroïde gauche. Donc, nous avons une hydrocéphalie d'hyperproduction de liquide céphalorachidien. Vous voyez, responsable, c'est un ancien dossier. Et la qualité de l'image n'est pas, mais elle est assez bien visible. Image kystique de la tente du cervelet. Vous voyez l'apport considérable du Doppler pour confirmer que c'est une lésion kystique et non pas une lésion vasculaire. Vous êtes toujours là? Oui. Eh ben, je me réjouis. Là, l'échographie montre une zone qui est une zone médiane, antérieure, très antérieure, hyperéchogène, assez bien limitée, surtout sur les coupes sagittales, et il y a un signe d'encorbellement vasculaire, c'est un gliome du chiasma optique. أشنو؟ زيرو كرونو؟ مش توالونا. Énorme masse, une énorme tumeur chez un bébé de 40 jours. Je passe rapidement. Là, c'est un enfant qui est d'un certain âge, donc la fontanelle était fermée. Le passage par la disjonction des sutures, il avait une hypertension intracrânienne, a permis de montrer cette zone hyperéchogène médiane. Quel est votre diagnostic? Crânio-pharyngé, hémophile au Silverman. Quel est votre diagnostic? Bien, l'interprétation commence toujours par la ligne médiane. La ligne médiane est en place, système ventriculaire. Le droit est normal, le gauche est collabé. S'il est collabé, il y a un syndrome de masse ou un syndrome de collection du côté du ventricule collabé. Vous le voyez ici, vous avez la voûte, vous avez la limite du parenchyme et entre les deux, cette zone est hyperéchogène. C'est quoi? C'est un hématome sous-dural chez un hémophile. C'est le malade de Madame Haj Khalifa. Eh oui, oui. Ah oui. Il est très ancien. Vous voyez, c'est une échographie vraiment de mauvaise qualité. Alors, en conclusion, examen anodin non irradiant, ses limites, c'est surtout la taille de la fontanelle antérieure, ses limites, les petites lésions, ses limites, c'est l'expérience de l'examinateur, les anomalies congénitales de la substance blanche sont très difficiles et en général, ils aboutissent à السكتة أستاذ الله يهديك. صح. كتقاطعيني. Les anomalies congénitales de la substance blanche sont difficiles à diagnostiquer. Donc, en général, s'accompagnent d'un cortex clinique et donc l'IRM sauve la situation. Alors, si cet examen est bien fait, il a l'avantage essentiel, lorsqu'il est normal, c'est de rassurer. L'autre avantage, lorsqu'il est pathologique, il permet d'orienter vers l'IRM. Et je vous en supplie,
Pas de scanner.